Cette émission peut convenir à un public de tous âges. Les personnages des légendes urbaines ont souvent des pouvoirs surprenants, méconnus. Il y a ceux qui parlent au diable, ceux qui sont capables de disparaître ou de jeter des sorts. Il y en a même qui peuvent renaître dans de tout nouveaux corps. Chose certaine, ils peuvent tous nous faire trembler de peur. Les pouvoirs mystérieux ne se manifesteraient pas seulement qu'à la pleine lune. On prétend que la plupart seraient activés suite à un choc intense, comme une espèce de système de défense pour se sortir du pétrin. En tout cas, c'est ce qui est arrivé à un couple d'ados. Ils avaient décidé de faire un petit vol de dépanneur, une caisse de bière pour passer la soirée. Mais comme ils n'avaient pas d'expérience, ils se sont fait prendre. En fait, il y a juste le gars qui s'est fait prendre. Il est amené au poste de police où il sera interrogé. Il se fait un peu bousculer par le policier qui l'a arrêté. Sa copine, elle, personne ne l'embête. Sans doute parce que c'est une fille et qu'il présume qu'elle ne faisait qu'accompagner son chum. Pourtant, elle a participé au vol, elle aussi. Mais ça, le policier ne le sait pas. C'est sûrement pour cette raison qu'il lui porte aucune attention. Même son copain semble l'ignorer. Quand le policier ordonne au jeune homme de s'asseoir, elle s'approche de lui, mais il la regarde pas. Il doit avoir honte qu'elle se dit. Elle tente de le rassurer, mais il l'écoute pas. Le policier entraîne le jeune homme dans la salle d'interrogatoire. La fille se lève pour les accompagner, mais le policier lui ferme de nouveau la porte au nez. Elle se résigne à la situation, un peu frustrée. Mais elle se calme assez vite. Elle entend ce que son copain raconte au policier. Il porte tout le blâme du vol, en disant avoir agi seul. Il doit beaucoup l'aimer pour agir comme ça. Soulagée, la fille décide de faire une sieste en attendant son copain. Elle retire son manteau et s'installe confortablement. 1 heure plus tard, elle se fait réveiller. C'est son copain. Il a été libéré sous caution. Il semble fort surpris de la voir là. La dernière fois qu'il l'a vue, c'était au dépanneur. Il a pensé sur le coup qu'elle s'était sauvée en voyant les policiers. Comment est-ce qu'il peut penser ça qu'elle lui dit, alors qu'elle était bien là pendant le vol et durant l'arrestation? Mais le gars insiste. Elle n'était pas avec lui lors du vol. Les policiers ne l'avaient pas vue non plus. Alors elle devait se taire, sinon il les laisserait pas partir. C'est quand la fille a remis son manteau juste avant de partir que le gars a compris ce qui s'était passé. T'es où? Je te vois plus. Sa copine devenait invisible quand elle portait son manteau. D'ailleurs, à des kilomètres de là, des chercheurs américains et britanniques se penchaient sur cette arme secrète. Certains matériaux parviendraient à modifier les molécules du corps humain, le rendant invisible. Comme ce manteau, justement, que la jeune fille avait volé quelques jours plus tôt chez son oncle, un scientifique renommé. Et des vols, elle allait continuer à en faire. Ni vu, ni connu. Ben, le concept d'invisibilité spontanée, involontaire, me semble peu crédible dans la réalité. C'est sûr, il y a de l'invisibilité spontanée, involontaire, par exemple, dans les Fantastic Four, quand la femme invisible découvre ses pouvoirs. C'est sûr que rendre invisible à l'œil humain, on parle de camouflage ici, pas d'invisibilité. Puis on peut rendre, par exemple, des avions invisibles au radar, parce que justement, c'est des phénomènes physiques, puis on est capable de masquer pour certaines ondes.
mais masqué pour la lumière du visible, pour des humains qui regardent et qui sont à proximité dans la lumière, j'ai de la misère un peu à le croire, là. En physique, l'interaction lumière-matière est quand même très bien comprise. Si on peut voir les objets, c'est parce qu'il y a une source de lumière et ensuite, cette lumière-là rebondit sur l'objet et revient à nos yeux. La seule façon pour qu'un objet devienne invisible, par exemple, la vitre, c'est une structure qui permet à la lumière de passer. Sauf que notre corps n'est pas comme ça. Notre corps a une structure totalement différente de la vitre, par exemple, donc ce qui fait en sorte qu'il ne peut pas laisser passer la lumière. Pour qu'un objet devienne invisible, il faudrait d'abord que l'ensemble de ces molécules se restructure. Notre corps humain n'est pas fait pour être invisible. Il faudrait que les molécules prennent une toute autre configuration. Dans ce cas-là, notre corps ne serait plus notre corps. Ce serait quelque chose de totalement différent. Donc, ce qui fait en sorte qu'on serait littéralement mort. On n'existerait plus. Cette histoire me fait penser à un autre cas où il y avait deux hommes qui s'étaient lancés un défi d'une course à travers Central Park. Et notamment, il y avait toujours un premier devant l'autre. Et puis cette personne-là, devant, avait soudainement disparu, s'était éclipsée. On n'a jamais retrouvé sa trace. Ou l'histoire d'un prisonnier qui, soudainement, dans la cour avec les autres prisonniers, a disparu lui aussi. On n'a jamais retrouvé sa trace et il n'y avait pas eu de cas de tentative d'évasion. C'était vraiment éclipsé. On n'a jamais retrouvé sa trace également. Je ne sais pas où ces personnes-là auraient pu aller. C'est comme les cas du Triangle des Bermudes, tellement de bateaux, d'avions, de gens qui étaient dedans ont soudainement disparu. On ne sait pas où ils sont exactement. Peut-être qu'un jour, la science va être capable de l'expliquer. Il y aurait un cas aux États-Unis où est-ce qu'une dame se rend dans des lieux publics, dont le bureau de poste, et serait tellement gênée qu'elle bloque ses ondes et elle devient invisible. Elle arrive au comptoir et le monde ne la voit pas, ne la serve pas. Elle va au restaurant. C'est le même principe. Elle devient véritablement comme invisible. Et c'est une faculté, justement, qui est inconnue, qu'on n'arrive pas encore à contrôler. Et elle, éventuellement, une explication qui serait logique, c'est que, étant donné qu'elle devient gênée, elle veut devenir invisible réellement, donc elle bloque ses ondes et elle devient invisible aux yeux de tous. Et même, vous avez certains témoignages de ces personnes-là qui disent « Je veux parler et je ne peux pas. Je veux bouger et je ne bouge pas. » C'est comme s'ils se trouveraient instantanément, pendant quelques secondes, d'un monde parallèle, invisible à tous, et que tout à coup, ils réémergent dans le vrai monde. Il y a des différents scientifiques dans le monde qui travaillent pour créer ce qu'on appelle une cape d'invisibilité, sauf que c'est rien qui est encore parfait. C'est encore en travail et c'est pas totalement invisible. On peut voir certaines formes, on peut voir quelque chose, sauf qu'on est loin, technologiquement, on est loin de pouvoir réussir à rendre un objet invisible. Et l'objet ne peut pas devenir invisible par lui-même. Il faut quand même qu'il y ait quelque chose qui soit programmé, qui soit construit autour de ça. Vous avez la fameuse Aston Martin de James Bond qui, sous les soins de son conseiller Q, va devenir invisible puisqu'elle reflète l'environnement ambiant. Donc, la voiture devient comme invisible. Et on pourrait croire que c'est du cinéma, mais présentement, des scientifiques travaillent là-dessus et ils cherchent même des applications militaires, évidemment, à ce phénomène pour pouvoir infiltrer les lignes ennemies. Quand ils créent ce qu'on appelle les capes d'invisibilité, premièrement, ils sont loin d'être parfaites présentement. Puis ensuite, il doit avoir une forme particulière ou au moins être programmé avec une forme particulière. En portant un vêtement présentement qui aurait cette caractéristique-là, bien,
Ce serait problématique parce que le vêtement bouge sans cesse, donc ce serait difficile d'évaluer dans quelle direction envoyer les rayons lumineux, ce qui n'aurait aucun sens pour l'instant. Donc, on n'a vraiment pas la technologie pour créer une cape d'invisibilité comme qui se passait dans l'histoire. Puis si c'était possible, sûrement qu'on le saurait déjà dans le domaine scientifique. Du matériel scientifique de pointe secret, ça existe, mais qu'une jeune femme comme ça se retrouve avec ce genre de vêtements-là, même si son oncle ou quelqu'un de sa famille travaille sur des choses comme ça, ça reste difficile. Puis même encore, pour que son visage ne soit pas visible, il faudrait que le tout la couvre au complet. Dans Harry Potter, la cape d'invisibilité, ça doit couvrir son corps. Donc, à moins qu'elle soit cachée en dessous de son manteau dans un petit coin, ça m'étonnerait bien gros qu'elle puisse être invisible, là, à moins que ce soit une question d'ondes, mais même là, des ondes pour que des gens puissent pas voir. Je connais pas les dernières technologies qui sont développées à ce sujet-là, mais je suis pas sûr qu'on en est là, mais pas du tout. Un autre pouvoir très répandu dans les légendes urbaines, c'est celui de jeter des sorts, généralement mauvais. Comme dans cette légende très populaire dans le sud des États-Unis. La famille Bell vivait paisiblement à Adamstown, au Tennessee, jusqu'au jour où des phénomènes étranges ont commencé à se manifester. Des voix hurlaient dans la nuit, des meubles étaient déplacés et bloquaient la porte de leur chambre, les empêchant de sortir, ou un feu était tout d'un coup allumé dans la cheminée. John Bell, le propriétaire, se faisait même gifler par des mains invisibles. Il a fini par en tomber malade. Après sa mort, son fils a constaté que tous les médicaments dans la pharmacie avaient été remplacés par une vieille fiole remplie de poison. En fouillant dans les vieux journaux locaux, il a découvert que le terrain sur lequel la maison familiale était bâtie avait fait l'objet d'une dispute entre son père et une certaine Kate Batts, décédée depuis plusieurs années. Sauf que cette femme n'était pas une citoyenne ordinaire. C'était la sorcière du village. Et elle, convaincue que John Bell avait triché pour acquérir le terrain, avait juré sur son lit de mort de faire tout en son pouvoir pour lui faire regretter. Après la pause, un passé qu'on préfère ne pas revivre. Vous savez, on dit souvent que les enfants sont bons pour communiquer avec les esprits. Hein? Il y a une preuve de ça qui a peut-être déjà existé sur le net. C'était comme un forum de discussion qui traitait des émissions jeunesse. Là, il y a plein d'internautes qui se sont mis à parler d'une émission en particulier qui s'appelait, qui a joué il y a 30 ans. Ça s'appelait Candle Cove. Ça jouait les vendredis après-midi. Ça a l'air que ça racontait l'histoire d'une jeune fille qui devenait amie avec 3 pirates. Les internautes jasaient de ça, puis se remémoraient des souvenirs. Puis là, il y a un internaute qui a parlé d'un épisode particulier où la petite fille tombait en transe puis était complètement possédée. Ça m'a marqué, etc., etc. Tous les autres internautes répondent « Oui, je m'en souviens, moi aussi, ça m'a traumatisé bien raide. » Tout ça. Puis là, il y a un autre internaute qui s'est mêlé à la discussion puis qui a écrit Je sais pas si vous avez vécu ça comme moi, mais moi, quand j'ai parlé à ma mère de cette émission-là, elle m'a dit que tous les vendredis, je m'installais devant un poste qu'on syntonisait pas, donc devant un écran plein de neige, et que je parlais à des amis imaginaires. Une petite fille, puis 3 pirates. Alors, c'est comme si cette émission-là n'avait jamais existé, puis qu'en même temps, tous les vendredis, il y avait des milliers d'enfants qui vivaient une espèce de transe devant un écran plein de neige. En tout cas, ça a l'air que le forum de discussion est disparu sur l'Internet. Puis, si tu trouves un vieux téléhoraire d'il y a 30 ans, ben il n'y a aucune trace d'une émission qui s'appellerait Candle Cove. Fascinant, hein? Les enfants sont donc de très bons récepteurs pour les esprits. C'est du moins la théorie retenue pour expliquer le cas de la jeune Swarnlata Mishra, qui un jour aurait commencé à chanter dans un des nombreux dialectes de l'Inde. Le seul problème, c'est que personne dans sa famille ne parlait ce dialecte particulier. Donc, personne n'aurait pu lui apprendre les paroles. Ce qui arrive à la fillette dans notre prochaine légende, ça non plus, personne n'aurait pu le lui apprendre. C'est l'histoire d'une petite famille, tout ce qu'il y a de plus traditionnel. Papa, maman et leur petite fille de 6 ans. Le bonheur parfait dans une banlieue tranquille. Jusqu'au jour où la petite, qui jouait au ballon devant la maison, là où il n'y avait jamais de circulation, s'est fait frapper par une voiture conduite par un ado qui roulait en fou. La petite est morte sur le coup. Vous imaginez le drame pour le couple qui avait rien qu'un enfant? Puis qui s'était fait dire, après la naissance compliquée de la petite, qu'il pourrait pas en avoir d'autres.
Ça a donc été la plus belle des surprises quand ils ont appris, quelques mois plus tard, que la femme était de nouveau enceinte. La venue de cette nouvelle petite fille allait les soulager un peu de leur perte. Cet enfant-là, c'était leur joie de vivre. Et ils la couvaient énormément. Certains diraient même qu'ils la surprotégeaient. Mais, après ce qu'ils avaient vécu, qui aurait pu leur reprocher, hein? La petite a grandi en s'habituant à être enfermée à l'intérieur. Si elle sortait, c'était accompagnée de sa mère qui lui tenait solidement la main en tout temps. Un jour, la petite qui jouait dans le salon a vu un ballon atterrir sur le terrain. Elle a profité de quelques secondes d'inattention de sa mère pour sortir s'amuser dehors. Elle s'est mise à courir vers la rue pour récupérer le ballon. Elle a essayé de le lancer au petit voisin d'en face, mais elle n'y est pas parvenue. Elle a essayé de le rattraper, mais s'est arrêtée subitement. Au même moment, une voiture est passée. La petite ne pouvait plus avancer, là, comme si une force l'en empêchait. La mère paniquée s'est précipitée sur sa fille qui lui a dit « Tu te souviens, maman? Je me suis fait frapper comme ça la première fois. » La mère a alors réalisé que la tache de naissance sur la nuque de la petite était exactement là où s'était brisé le cou de sa première fille le jour où un chauffeur l'avait heurtée. 6 ans plus tôt. Ce type d'histoire-là, depuis que je suis père, c'est le genre de choses qui me touchent beaucoup. C'est sûr qu'imaginer que ton enfant meurt dans un accident, puis qu'ensuite, il y a un autre enfant qui a des traits très forts et des caractéristiques quasiment surnaturellement similaires à l'autre enfant, ça pourrait être très réconfortant pour un parent de croire que l'enfant est comme la réincarnation, c'est l'enfant qui revient, que c'est le même, et puis qui revient vivre avec eux. Ça serait très réconfortant, mais même là encore, c'est peut-être juste une interprétation des gens, mais ça leur ferait sûrement beaucoup de bien. Il y a un roman de Ray Garton qui raconte l'histoire d'une famille dont le jeune garçon meurt d'un arrêt cardiaque ou en tout cas une mort très spontanée. Et puis, ils emménagent dans une nouvelle maison et puis ils se rendent compte que la maison, elle est hantée. Et puis, la femme croit dur comme fer que c'est son petit garçon qui veut lui faire des messages, qui veut lui parler, qui veut la contacter pour lui dire... Parce que quand il est mort, le petit garçon, il avait commencé à lui dire quelque chose. Puis là, en plein milieu de sa phrase, parce que c'est un petit garçon peut-être d'1 an et demi, 2 ans, donc les enfants qui commencent à parler, en plein milieu de sa phrase, il est mort subitement. Et puis là, il n'a pas pu la finir. Puis là, la mère, elle cherche à trouver ce que le petit garçon voulait lui dire. Puis, il se rend compte par la suite qu'en fait, la maison était hantée par un tueur d'enfants. Dans l'histoire de la petite fille, on ne peut pas savoir quelle information qu'elle a eue sur sa sœur décédée. Peut-être que sa grand-mère, par exemple, lui en a parlé. Peut-être que sa tante, peut-être une personne. Donc, ses parents ne peuvent pas avoir contrôlé tout ce que la petite fille aurait entendu. Même eux, peut-être qu'ils en ont déjà parlé et qu'ils s'en souviennent pas. Donc, il est possible que la petite fille était déjà au courant que sa sœur décédée s'était faite frapper par une voiture. Donc, l'image peut être restée dans sa tête à cause de ça. La théorie qui est la plus acceptée dans ces milieux-là, c'est que lorsque l'on est jeune, on n'a aucune inhibition, on n'a pas encore de contrôle parental ou tout ça. Et là, vous pouvez vous souvenir très facilement de vos anciennes vies. Vous avez des traces corporelles où ce que la personne elle va dire, dans mon ancienne vie, j'ai été brûlé à un bras à tel endroit, et dans cette vie-ci, elle a effectivement comme une sorte de brûlure au même endroit. Et là, ils vont faire une enquête, trouver la personne qui effectivement est décédée de cette façon-là, chercher les photos et se rendre compte qu'effectivement, c'est très similaire. Alors, comment l'expliquer? Une des théories, ce serait pas la réincarnation de l'âme qui va d'un corps à l'autre, mais d'une espèce de mémoire ADN.
Et ce phénomène, généralement, est trouvé par les personnes qui cherchent leurs ancêtres. Éventuellement, disons que vous n'êtes jamais allé en Europe, vous vous rendez à l'endroit où demeurait votre arrière-grand-mère, et là, vous arrivez là, et avant d'être sur place, vous allez reconnaître les lieux, vous allez dire, il y a une petite chapelle à tel endroit, il y a un terrain, il y a un vallon à tel endroit, alors que physiquement, dans cette vie-ci, vous n'êtes jamais allé. Votre histoire me fait penser à une autre histoire, un cas qui a été relaté par Ian Stevenson. C'est un chercheur qui est hypnothérapeute et qui a fait des recherches sur les vies antérieures avec des jeunes enfants. Et dont cette jeune birmane qui disait être l'incarnation d'une personne décédée des suites d'un accident de train. Dans l'accident, elle avait perdu sa jambe. Et cette jeune birmane était dans son incarnation présente handicapée puisqu'elle lui manquait une jambe. De plus en plus, ce qu'on se rend compte en science et dans les études, par exemple en neurologie, c'est que ce qu'on appelle l'âme ou la personnalité ou l'individu en tant que tel est de plus en plus lié dans notre compréhension au cerveau en tant que tel, au cerveau physique. On peut créer toutes sortes d'impressions chez la personne, on peut transformer sa personnalité, on peut faire des changements majeurs dans une personne juste en jouant avec le cerveau. Donc, ce qui montre que possiblement, ou très probablement, je dirais même, que l'âme n'existe pas en tant que telle, que notre personnalité et tout ce qu'on est une conséquence simplement du cerveau. Ce qui fait en sorte que la probabilité que la réincarnation puisse exister diminue de plus en plus au fur et à mesure qu'on fait des nouvelles découvertes. La légende Deuxième Vie me fait penser à cette histoire d'un patient qui m'avait consulté pour une vie antérieure. Et il voulait explorer une vie antérieure sans but précis. Et durant la séance, cette personne s'était retrouvée en soldat sur le champ de bataille durant la guerre de Sécession. Et il est décédé, transpercé par une baïonnette sur le côté gauche. Et suite à la séance, il était bouleversé. Et il m'a dit, « Madame, j'ai une cicatrice exactement au même endroit où j'ai reçu la baïonnette. » Et j'ai demandé à ma mère d'où venait cette cicatrice-là, parce que je suis née avec. Et elle n'a jamais été capable de m'expliquer la provenance de cette cicatrice. On dit que des taches de naissance et des marques sur le corps n'apparaissent pas pour rien. C'est un peu comme une certaine Angelica, semble-t-il, qui restait pas très loin d'ici. Elle était issue d'une famille très croyante et allait régulièrement à l'église. Un jour, elle était en train de suivre les chants et les prières en frappant dans ses mains. À un moment donné, elle s'est aperçue qu'elle avait comme des trous dans les paumes de la main. Elle ne comprenait pas très bien ce qui lui arrivait. Et inquiète, bien sûr, elle a été consulter des médecins. Personne n'avait trouvé une explication médicale au problème d'Angelica. Ils étaient tous d'accord pour dire que c'était causé par des pouvoirs de l'esprit sur le corps. Même que sa petite fille, elle aussi, elle avait des marques inexplicables qui apparaissaient des fois sur son corps. On appelle ça des stigmates. Il paraît que ce serait un message divin. Après la pause, n'en faire qu'à sa main. Dans notre prochaine légende, il est question d'un miracle de la médecine moderne. C'est vrai que de nos jours, on peut presque tout réparer sur le corps humain. Mais à quel prix? Cette histoire-là serait arrivée à un gars de Longueuil qui s'est tranché la main avec une scie ronde. Impossible de la lui recoudre, la main était irrécupérable. Il allait devoir subir une greffe. Un donneur potentiel venait de mourir, donc il attendrait pas longtemps avant de retrouver l'usage de sa main manquante.
Une fois l'opération terminée, le gars retourne chez lui pour sa convalescence avec sa toute nouvelle main gauche. Il doit faire des exercices pour réanimer les nerfs qui ont été recousus. Rapidement, il commence à bien sentir ses doigts et à pouvoir les bouger. Il reprend ses activités quotidiennes plus vite que les médecins l'espéraient. Mais au fur et à mesure que la sensation revient dans sa main, il se rend compte qu'il la contrôle peut-être pas aussi bien qu'il le voudrait. Et ça n'allait pas s'améliorer loin de là. Plus tard, en soirée, il s'occupait de faire couler un bain à sa femme, comme d'habitude. Mais elle a failli s'ébouillanter à cause de sa maladresse. Ce serait jamais arrivé avant l'accident. Il a donc décidé de retourner voir le médecin. Et il y retournerait beaucoup plus tôt que prévu. En effet, cette nuit-là, il s'est réveillé en entendant sa femme crier. Et ce qui se passait l'a fait paniquer. Avec sa main, il était en train d'étrangler sa femme. Elle a réussi à se libérer, mais elle avait maintenant très peur de lui. Pourquoi est-ce qu'il s'en prenait à elle? C'était pas des effets secondaires habituels. Alors, il est allé à l'urgence sans attendre. C'est là que le médecin lui a montré le dossier de l'homme de qui il avait reçu sa nouvelle main. Il a compris pourquoi il avait ce genre de pulsion-là envers sa femme. Son donneur était un tueur en série qui avait tué plus d'une vingtaine de femmes. Le gars allait pas lui laisser la chance de faire une seule victime de plus. Cette histoire-là a été vue de plusieurs façons dans la littérature. La plus classique, si on veut, c'est dans un conte de Grimm. Et puis, ça raconte l'histoire de 3 chirurgiens qui pourraient impressionner un aubergiste. L'un se coupe une main, l'autre s'arrache un œil, l'autre s'arrache le cœur. Et puis ensuite, ils se recouent leurs mains et leur cœur. Mais celui qui s'était coupé la main se recoue malencontreusement la main d'un voleur, en fait. Et puis, à partir de ce moment-là, il devient kleptomane. Il n'y a pas ce qu'on appelle de cerveau ou de système nerveux central dans la main. La main ne peut pas avoir d'intention. Tout ce qui est intention, tout ce qui est idée, c'est logé purement dans le cerveau. Donc, seulement le cerveau peut envoyer un signal à la main pour qu'elle bouge et la main ne peut pas faire le contraire. C'est sûr qu'on peut imaginer, hypothétiquement, que quelqu'un se fait greffer un organe qui produit certaines hormones. Et ces hormones-là pourraient avoir un impact sur la personne. Par exemple, ça pourrait être un ajout d'un organe qui produit la testostérone et qui permet à la personne d'avoir plus de testostérone dans son corps. Ce qui aurait une influence sur sa personnalité, ce qui aurait une influence sur sa façon d'agir. Sur son corps en général. Donc, dans ce cas-là, on pourrait imaginer que la greffe pourrait faire en sorte de changer la personne. Mais dans ce cas-là, c'est pas parce que l'organe appartenait à quelqu'un qui était, par exemple, violent que ça va nécessairement rendre la personne violente. Mais c'est sûr que si cet organe-là, chez la personne numéro 1, la rendait plus violente parce que ça produisait plus d'une certaine hormone, par exemple, c'est sûr que si on le greffe à quelqu'un d'autre, ça peut créer la même chose ou quelque chose de similaire. Par exemple, si on suppose que l'organe est encore capable de produire les hormones. Sauf que dans le cas de la main, c'est probablement pas le cas. J'avais vu dans un documentaire aussi un homme qui s'est fait greffer un cœur, mais que ça veut dire que c'était le cœur d'un marathonien, de quelqu'un qui était très actif physiquement. Puis lui, ben, de l'autre côté, l'homme était plutôt sédentaire. Puis après, à la suite de sa greffe de cœur, il s'est mis justement à faire beaucoup d'exercices, puis à travailler de manière beaucoup plus cardiovasculaire, disons. C'est assez intéressant, mais à ce moment-là, tu sais, peut-être, c'est pas l'âme marathonienne du gars qui est venu en lui, mais peut-être plutôt le fait que le cœur était très en forme, peut-être qu'il se sentait bien de faire de l'exercice, puis qu'il se sentait mieux. Puis en fait, ça me semblerait une explication très, très plausible pour des choses comme ça.
Votre histoire me fait penser à une autre histoire. Il y avait une greffée du cœur qui, notamment, après avoir reçu cette greffe, était tombée amoureuse du mari de la donneuse qui lui avait donné ce cœur pour une seconde vie. Est-ce que c'est un pur hasard ou c'est une destinée ou... j'en ai aucune idée. Il y a tellement de choses inexplicables dans des cas comme ça. Une des hypothèses concernant ces pulsions-là serait le fait d'une mémoire ADN, c'est-à-dire que les deux ADN du donneur et du greffé se rencontrent et amènent des impulsions au cerveau du greffé. Cela pourrait s'expliquer de cette façon. Il pourrait se faire un transfert d'émotions par la main du donneur au greffé. Ça ne s'explique pas vraiment scientifiquement, mais il pourrait se faire un lien au cerveau qui fait que la personne va être influencée justement par la personnalité du donneur qui était un meurtrier. Et étant donné que cette personne-là ne savait pas qui était le donneur, alors là, on aurait un cas patent d'une preuve que deux ADN pourraient éventuellement se connecter. Cette histoire-là aussi a été reprise plusieurs fois, par exemple dans un épisode des Simpsons, où est-ce que Homer Simpson se fait greffer les cheveux, Homer Simpson qui est chauve, se fait greffer les cheveux de Sideshow Bob, un meurtrier psychopathe très chevelu qui veut assassiner Bart Simpson. Il se met justement à devenir meurtrier psychopathe. Donc c'est l'histoire tournée à l'humoristique, la greffe de cheveux qui rend psychopathe. Le 4 juin 1960, dans la petite ville de Esbo, en Finlande, s'annonce une nuit des plus tragiques. 4 jeunes partent camper sur les rives du lac Bodom. Pendant la nuit, le groupe est attaqué par une créature étrange. Un des garçons arrive à s'enfuir après avoir vu une silhouette aux yeux rouges entrer dans la tente en brandissant une longue lame. On retrouvera les cadavres de ses amis au fond du lac. Ils avaient été charcutés avec ce qui devait être un long couteau. Après l'enquête, le jeune survivant a été innocenté puisque l'arme du crime n'a jamais été retrouvée. Lui a toujours prétendu que l'arme du crime n'était pas un couteau, mais une grande faux, comme celle que traîne la mort. Ça, ce serait un fait divers qui se serait produit pour vrai en Norvège, qui est même allé jusqu'à inspirer un groupe de métal extrême qui a pris le nom de Children of Bodom. La grande faucheuse, c'est sûr qu'elle vient pour nous tous, mais peut-être pas sous la forme d'une grande faucheuse. C'est forcément un humain qui a commis ces meurtres-là, à mon avis. Que ça a eu la forme de la grande faucheuse, ben c'est sûr que si on est un meurtrier psychopathe, se déguiser, ça peut être particulièrement intéressant. Il y a beaucoup de monde qui aime se déguiser. Et pour commettre des meurtres, ben, une grande cape avec une faux, ça semble un déguisement qui est très divertissant. Après la pause, le roman inédit d'un écrivain décédé. Les pouvoirs étranges et méconnus peuvent se manifester de différentes façons. Dans les rêves, entre autres. Ce fut le cas pour David Booth. Au printemps 1979, durant 10 nuits consécutives, il a fait le même cauchemar. Il entendait d'abord le bruit d'énormes moteurs en perte de vitesse, puis il voyait un avion dévié de sa trajectoire, se renverser dans le ciel et plonger vers le sol. Le 22 mai 1979, il a donc décidé d'appeler l'administration de l'aviation fédérale à l'aéroport international de Cincinnati. 4 jours plus tard, un DC-10 s'écrasait sur l'aéroport, exactement comme il l'avait décrit, faisant 275 morts. Pour plusieurs personnes, l'existence de prémonitions est une preuve qu'il existe un phénomène surnaturel ou la possibilité de voir dans le futur. Mais à mon avis, personnellement, je considère que c'est plutôt une preuve de l'existence du hasard. Dans le monde, il existe environ 7 milliards de personnes présentement.
chaque personne rêve la nuit ou rêve des fois de temps en temps, on peut s'imaginer que dans ces personnes-là, qui imaginent, par exemple, il va en avoir des gens qui vont imaginer, par exemple, un écrasement d'avion ou toutes sortes de phénomènes ou toutes sortes d'événements, c'est sûr qu'un jour, quelqu'un va rêver à quelque chose et que cet événement-là va se passer dans les jours suivants. C'est garanti. Tout le monde a déjà rêvé à quelqu'un qui mourrait dans sa famille. Donc, c'est normal qu'un jour, ça survienne, qu'une personne rêve que quelqu'un est décédé et que cette personne-là décède. Ou c'est normal que quelqu'un rêve à un accident d'avion et que finalement, que l'accident d'avion survienne. C'est le hasard. Nous avons un cas patent et incontestable de rêve prémonitoire qui s'est passé à Aberfan, en Angleterre, en 1966, dans un petit village minier. Une écolière se réveille, dit à sa mère, « Maman, j'ai voulu me rendre à l'école dans mon rêve et il n'y avait plus d'école. » Évidemment, la mère envoie la fillette à l'école et à ce moment-là, dans cette même journée-là, il y a eu un affaissement de terrain et l'école et la fille et tous les élèves sont décédés. Suite à ces événements, il y a un professeur qui s'appelle John Baker qui a créé la British Premonition Bureau. C'est-à-dire que lui, il tente de se faire connaître à travers le monde entier et il dit au monde, si vous pensez que vous avez des rêves prémonitoires, faites-nous-les savoir pour éventuellement sauver des vies. Prévoir un écrasement d'avion ou un tremblement de terre, c'est une chose. Mais être pris d'une soudaine transe créative, ça doit relever des légendes urbaines. Pourtant, c'est ce qui serait arrivé au fils d'un auteur très, très connu. Son célèbre père venait tout juste de mourir, laissant dans un tiroir de son bureau un manuscrit inachevé. Puisque le vieil homme avait dilapidé toute sa fortune avant sa mort, le fils a eu un éclair de génie. Il terminerait le manuscrit lui-même pour faire un coup d'argent. Il téléphone donc à l'éditeur de son père et lui annonce qu'il a trouvé le dernier manuscrit du paternel et qu'il veut le publier. Il va sans dire que l'éditeur est très, très heureux. L'œuvre posthume d'un écrivain aussi célèbre serait assurément un best-seller. Mais la publication devait se faire immédiatement. Un messager passerait récupérer le manuscrit dès le lendemain. Le fils se met donc à l'ouvrage. Il travaille toute une nuit sans s'arrêter, en tapant sur la vieille dactylo de son père pour terminer ce roman qui n'avait que 100 pages d'écrites. Il lui fallait en ajouter au moins 300 autres pour que l'histoire se tienne. Un défi qu'il pensait pouvoir relever, étant lui-même écrivain. Même s'il n'avait pas le talent de son père, il pouvait imiter son style. Et tout le monde pardonnerait au vieil écrivain malade d'avoir tourné les coins ronds dans son dernier roman. À l'aube, la sonnette de la porte retentit, réveillant brusquement le jeune homme. J'arrive! Il panique à l'idée de s'être endormi sans avoir tout écrit. C'est là qu'il réalise qu'il a entre les mains un manuscrit complet. Probablement qu'en écrivant comme ça entre deux siestes, il avait perdu le compte des pages. Pas question de se relire. Le messager de l'éditeur attendait. Il lui a remis son précieux colis et est allé se recoucher. Et c'est encore la sonnerie de la porte qui le réveille quelques heures plus tard. Oui, j'arrive! Hey, Renard! C'est l'éditeur. Il a le manuscrit en main et le lance à la figure du fils. Ce qu'il a lu l'a terriblement choqué. Et on saura pourquoi après la pause. Avant la pause, le fils d'un écrivain célèbre trouve un manuscrit inachevé après la mort de son père. Pour faire un coup d'argent, il décide de terminer le roman afin de le faire publier et de toucher les droits d'auteur en tant que seul héritier. Il se met donc à la tâche, travaillant de façon frénétique toute la nuit. Il envoie le manuscrit à l'éditeur de son père, sans même le relire, afin qu'il soit publié sans délai. Quelques heures plus tard, on sonne à sa porte. C'est l'éditeur. Il est furieux. D'un pas décidé, il se rend dans le bureau de l'écrivain décédé.
Il ouvre un coffre et soulève ce qui semble être un double fond. Il en ressort une liasse de feuilles manuscrites. Le fils surpris reconnaît immédiatement l'écriture de son père. Sur ces feuilles se trouve la véritable fin du roman, soit les 300 pages manquantes de l'histoire originale, signées du grand écrivain qui n'avait pas eu le temps de les dactylographier avant sa mort. L'éditeur explique au fraudeur comment il a trouvé la cachette. Le manuscrit que le jeune homme lui avait fait parvenir contenait effectivement les 100 premières pages dactylographiées du roman de son père, puis la suite devenait vraiment mystérieuse. Plutôt que d'élaborer l'histoire, il n'y avait sur ces pages que des insultes à l'endroit du fils que son père, le véritable auteur, traitait de traître. Puis à la toute fin, on pouvait lire ce qui suit. Je cache toujours mes manuscrits dans un coffre à double fond. Comme il me restait 300 pages à dactylographier, c'est là que vous trouverez la vraie conclusion de mon histoire. Même de l'au-delà, le père avait réussi à préserver la nature de son œuvre. Et son dernier roman fut effectivement un grand succès en librairie. Mais son fils n'a pas touché un seul sou des droits d'auteur. Ce que j'ai trouvé le plus étrange dans cette histoire-là, c'est que malgré mes recherches, j'ai jamais réussi à trouver le titre du livre. Si cette histoire-là était vraie, pourquoi qu'on ne réussit pas à trouver le titre du livre? Ça ressemble beaucoup plus à une histoire inventée par quelqu'un qu'une histoire vraie. Des romans posthumes, il y en a eu, puis même on peut penser à certains auteurs, quand ils vont décéder, il y aura fort probablement des romans posthumes. Stephen King, qui est très prolifique, a quelques romans dans des tiroirs, puis on peut s'attendre à ce que quand il va mourir, il y ait certains d'entre eux qui ressortent. Puis même, il est chanceux parce que sa femme est écrivaine, son fils, qui écrit sous le pseudonyme de Joe Hill, qui lui aussi est un écrivain, qui atteint la qualité de ce que peut faire son père. Et même son autre fils doit sortir un autre roman très bientôt. Donc, c'est certain que l'œuvre de Stephen King pourrait être publiée après sa mort, même si c'est nécessaire, ça va être pouvoir fait par des gens qui sont très proches de sa sensibilité à lui. Par exemple, récemment, il y a Stieg Larsson de sa trilogie de Millennium qui avait été écrite avant sa mort, bien évidemment, mais qu'une grosse partie de son œuvre a été publiée après son décès, puis ça a fait un succès mondial incroyable. C'est très rare qu'on entend parler d'une histoire crédible au niveau d'un message qui est envoyé par un esprit pour indiquer l'emplacement de quelque chose quelque part. C'est extrêmement rare. Puis souvent, c'est seulement des oui-dire. Si jamais les esprits pouvaient nous indiquer quelque chose, pourquoi qu'ils ne le font pas constamment? Pourquoi qu'ils ne permettent pas de faire des découvertes scientifiques? Pourquoi qu'ils ne nous permettent pas de trouver des enfants disparus? Certains prétendent que c'est possible, mais on a plein d'exemples d'enfants qui n'ont jamais été retrouvés. Dans votre légende, ce qui pourrait être arrivé, c'est qu'éventuellement, le fils touchant le manuscrit du père a le transfert de l'énergie, donc une sorte de psychométrie, et éventuellement peut continuer le roman. La psychométrie, en fait, c'est que chaque objet, chaque photographie émet des ondes et une personne peut éventuellement être le receveur de ces ondes-là et donner des indications sur des personnes mortes, vivantes, disparues. Votre légende me fait penser à mes débuts en psychométrie. Alors que je tirais une dame aux cartes, elle a déposé sur la table sa bague. Et machinalement, je l'ai pris. Et mon environnement est tout à coup comme disparu. Et je voyais un mur avec un store vénitien, avec un petit bureau et un petit coffre. Et cette dame-là venait de dire, j'ai posé une question sur le lit de mort à mon père. Et j'ai jamais eu la réponse. Et là, j'ai l'intuition d'y dire, la réponse se trouve dans le petit coffre. Et éventuellement, cette dame-là, à qui j'avais laissé mon numéro, m'a appelé à 2 heures du matin pour dire, vous avez raison. La réponse était sur une photo qui se trouvait dans ce petit coffre-là. Donc, les codes de psychométrie existent réellement. Je peux en témoigner. Ce qui ne fonctionne pas aussi dans cette histoire-là, c'est que
Que quelqu'un puisse penser pouvoir écrire plusieurs centaines de pages dans une nuit est totalement irréaliste. Pour écrire 300 pages en une nuit, puis si on est très, très généreux, là, qu'on commence notre nuit très tôt puis qu'on la finit très tard, on dit, mettons, une nuit de 16 heures, une nuit extrêmement généreuse, on devrait écrire environ 75 mots à la minute pour atteindre le 300 pages voulu. Et puis, j'ai fait l'exercice à l'ordinateur, j'écris quand même assez vite, je l'ai fait 2-3 fois, et puis j'ai réussi à écrire 60 mots à la minute. Et puis, après une minute, j'étais exténué. C'est sûr que j'essayais de créer en écrivant, mais même physiquement, écrire 75 mots minute pendant 16 heures, il va avoir une bonne tendinite. Que ce soit entrer en transe pour écrire un roman, prédire une tragédie ou jeter des sorts pour se venger, les spécialistes du paranormal prétendent qu'on a tous des pouvoirs méconnus, mais qu'on s'obstine à ne pas les développer. Chose certaine, on a tous le pouvoir de croire ou de douter des légendes urbaines.